Tout le monde nous disait qu'à l'automne, la motion de censure arriverait, qui me conduirait à la dissolution. C'est-à-dire en plein budget. Hier, l'Assemblée nationale a voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Et donc j'ai pris mes responsabilités. Bravo, champion. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Michel Barnier ayant présenté sa démission conformément à l'article 50 de la Constitution, Emmanuel Macron a annoncé qu'il nommerait très prochainement un nouveau Premier ministre. Lors d'un exercice télévisé de haute voltige, le président s'est ingénié encore une fois à rejeter la faute sur les autres. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Ensuite, car de nombreux responsables politiques annonçaient déjà la censure pour cet automne. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. Alors là, ça a dû lui coûter très cher, parce que ça ressemble vraiment beaucoup à un mea culpa, mais il s'est vite rattrapé. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. Et je crois que c'était nécessaire. Déjà, il ne s'est pas trompé, personne n'a compris, tout le monde le lui reproche, mais il a quand même raison. Il ne se trompe d'ailleurs jamais. Si Michel Barnier n'a pas réussi à repousser la censure, ce n'est pas parce qu'il aurait royalement ignoré l'Assemblée nationale pendant des mois, ni parce qu'il n'a cédé que des miettes, et à l'extrême droite. Non, s'il a échoué, c'est la faute aux méchantes oppositions qui s'opposent. Donc le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. L'effort de contrition était visiblement bien trop rude pour notre président. Il lui a fallu ventiler un peu. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres, et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Alors, autour de ces attaques à peine voilées, destinées toujours à préserver sa personne, ses actions et surtout son image, il s'est payé des sorties lyriques comme lui seul a le secret. Partout où elle est fragilisée, rebâtir la nation. Partout où il y a des emportements, de l'insulte, remettre de la sagesse. Et partout où il y a de la division, vouloir l'unité. Partout où les uns cèdent à l'angoisse, vouloir l'espérance. Nous l'avons fait. Nous allons le montrer au monde entier. Nous sommes donc capables. Nous allons donc le faire pour notre pays et notre République. C'est agaçant, hein ? On ne sait pas bien ce que c'est que l'unité d'un pays quand elle est exécutée à la force des LBD. On ne sait pas bien non plus ce que c'est que l'espérance d'une génération quand elle est promise à l'abandon climatique. Regardez, samedi, devant le monde entier, nous allons célébrer la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. Après cette poésie aussi mièvre que bourgeoise, il a fini par glisser quelques mots sur le futur politique de la France. Il nous a confirmé que oui, une loi spéciale serait votée. Une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024. Et je compte bien qu'une majorité puisse se dégager pour l'adopter au Parlement. Les services publics fonctionneront, les entreprises pourront travailler, nos obligations seront tenues. Nos maires pourront évidemment, là aussi, continuer de fonctionner. Je les remercie encore de leur dévouement pour la nation. Il s'est malgré tout payé le luxe d'une allocution pour nous annoncer qu'il allait annoncer le Premier ministre. Je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service.
Si le prochain gouvernement sera vraiment d'intérêt général, c'est peut-être l'aveu que les précédents ne l'étaient pas tant que ça. Mais en 10 minutes de discours, la seule chose qui reste, c'est un président plus coupé que jamais de ce que la politique veut dire pour le peuple. Il joue, il distribue les bons et les mauvais points et préfère faire de la poésie à l'eau de rose sur la santé de la République plutôt que de la laisser respirer après 7 ans de lent et brutal étouffement. Mais il a promis de rester jusqu'au bout. Le boa ne lâche pas sa proie. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Non. Continuons. La motion de censure et l'annonce du président ont un peu éclipsé le reste de l'actualité politique. Tout de suite, revenons sur la censure et ses conséquences sur le budget dans un entretien exclusif réalisé par nos équipes avec le député LFI de la Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Les équipes de dissolution sont allées à sa rencontre dans son bureau à l'Assemblée nationale mardi 3 décembre pour qu'il nous explique les raisons de cette censure, ses enjeux pour le budget et les risques pour la France. La situation politique et budgétaire française est pour le moins complexe. Pour essayer de forcer la main à un Parlement hostile, Michel Barnier a engagé sa responsabilité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il y a 2 jours, j'ai donc engagé la responsabilité de mon gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Assez naturellement, les oppositions ont déposé des motions de censure. Celle du NFP a été défendue par Éric Coquerel. Monsieur le Premier ministre, nous faisons aujourd'hui l'histoire. Vous, parce que vous allez être le seul Premier ministre à être censuré depuis Georges Pompidou en 1962. Moi, parce que j'ai l'honneur de porter cette motion de censure. Ne voyez dans cette introduction ni de quoi adoucir votre déception, ni de quoi me glorifier. La veille, nous lui avons demandé les raisons de la censure pour le NFP. On a considéré ce budget comme une bataille parlementaire qui consistait à la fois rejeter le budget, mais à battre aussi le gouvernement qui la portait, qui est pour nous un gouvernement illégitime, puisqu'en fait c'est un gouvernement minoritaire qui a été installé là par Emmanuel Macron en lieu et place du gouvernement NFP qui, à mon avis, n'avait été le seul qui pouvait avoir une légitimité, et en plus qui a prouvé pendant tout le débat parlementaire que ils n'avaient pas de troupes, quoi. Ils n'avaient personne derrière eux. Je pense que pour le bien du pays, il est vraiment nécessaire de faire en sorte que ce projet de loi qui ne fait que renforcer les défauts du macronisme en termes de politique économique et sociale, ne soit pas adopté. L'enjeu de la continuité politique, fiscale et budgétaire est beaucoup revenu lors des débats. On ne peut pas accepter que vous expliquiez que la motion de censure, ça n'est pas grave. On ne peut pas expliquer avec la légèreté avec laquelle vous le faites que la censure n'aura pas de conséquences. On ne peut pas mentir aux Français en disant qu'il n'y aura pas des conséquences. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Et ces conséquences seront payées par les Français. Et je prends date aujourd'hui. Par votre irresponsabilité, vous allez enfoncer la France dans une crise économique et financière. Et vous en porterez la responsabilité devant les Français parce qu'ils se souviendront de ceux qui ont allumé la mèche. Je pense que tous ceux qui envisagent de voter une censure sur ces textes, il faut qu'ils aient en tête les conséquences que ça aurait pour les Français. Et je pense qu'il faut que les Français le sachent aussi. Si, par exemple, le budget de la sécurité sociale devait être censuré, ça veut dire qu'au 1er janvier, votre carte vitale ne marche plus. Ça veut dire que les retraites ne sont plus versées. Pour Éric Coquerel, ces cris d'orfraie sont mauvais pour le pays. C'est pas bien ce qui est fait par le gouvernement là, de faire peur à tout le monde. Du style, si demain on est battu, c'est le chaos, c'est nuages de sauterelles et je ne sais quoi. C'est pas bien. Parce que c'est déjà pas bien par rapport à ceux qui scrutent le pays, y compris les marchés financiers d'ailleurs, d'inquiéter comme ça. C'est pas bien vis-à-vis des Français, parce que c'est pas comme ça qu'on fait les bons choix, et c'est pas bien parce que c'est faux. Pour la Sécu, rassurez-vous, les cartes vitales continueront bien à fonctionner. C'est pas ce qu'empêchera la Sécu de continuer à fonctionner, l'hôpital public. C'est peut-être même plutôt mieux, parce que ça veut dire qu'on va appliquer ce qui existe aujourd'hui. Alors je vous donne 2 exemples. L'indexation des retraites va se faire, du coup, de tous les retraités, parce que c'était ce qui était déjà fait, ou le déremboursement des médicaments ne se fera pas, parce que c'était pas prévu. Donc finalement, pour les Français, le pouvoir d'achat des Français, c'est plutôt mieux. Il y a quelques mesures techniques un peu gênantes. Il y en a une précisément sur la façon de mettre le niveau de l'emprunt nécessaire pour équilibrer les comptes. Mais ça, on peut très bien imaginer qu'un gouvernement propose un article de loi pour le faire passer. À mon avis, personne n'y raconte.
Pour le budget de l'État aussi, le président de la Commission des finances s'est voulu rassurant. Du côté de fonctionnement de l'État, on a des moyens pour faire en sorte qu'on n'éteigne pas la lumière. Ce moyen, ça s'appelle une loi spéciale, ce qui permet de passer la fin de l'année. Parce qu'il faut comprendre que d'un point de vue réglementaire, légal, la chose obligée, c'est de passer une partie recette avant la fin de l'année, d'adopter une partie recette. Ça, c'est obligé. Mais la loi spéciale, qui consiste à aller chercher ce qui se faisait en 2024, permet de le faire. Et en plus, elle a cela de pratique que, en aucun cas, elle a pour objectif de devenir le prochain budget. Elle a pour objectif juste de passer la fin de l'année. Et puis après, il faudra que le gouvernement repose un débat budgétaire, fin janvier, début février. Donc il y a tous les moyens pour qu'on n'ait pas une catastrophe. En attendant l'adoption du nouveau budget, on prend la fiscalité existante, c'est-à-dire le budget de l'année d'avant. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi cette loi passerait pas, très sincèrement. Je ne vois pas qui risquerait pour le coup, de mettre le chaos dans le pays. Concrètement parlant, l'adoption d'une loi spéciale autorisant la perception de l'impôt et les dépenses permettra de reporter temporairement les discussions budgétaires en janvier ou février 2025, sans que le fonctionnement de l'État, des collectivités et services publics n'en soit vraiment affecté. Cependant, Éric Coquerel insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'un compromis technique et non politique, là juste pour gagner du temps et laisser le nouveau gouvernement proposer une issue crédible à la crise. C'est pas un compromis. L'Assemblée nationale peut, à mon avis, accepter une loi d'urgence pour juste passer techniquement la date réglementaire de fin d'année afin que justement le pays continue à fonctionner. Et c'est pas un compromis autour d'un texte, c'est un texte très simple, technique. Il n'y a pas de compromis politique. Oui. Pour Éric Coquerel, la méthode de travail gouvernementale doit changer. Il faut que l'exécutif s'appuie davantage sur les compromis à l'Assemblée. Sans ce changement de méthode, le problème budgétaire se reposera dans les mêmes conditions en janvier 2025. Rien ne dit que ça ne reposera pas, parce qu'on en revient à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'il y a un problème de légitimité de cet exécutif. Et si, coûte que coûte, Emmanuel Macron ne veut pas bouger là-dessus, c'est-à-dire veut continuer à imposer un gouvernement minoritaire, si, ça va se reposer. Il n'y a pas de raison. On ne peut pas demander aux oppositions, sous prétexte de stabilité politique, d'accepter ce qui vient d'un gouvernement minoritaire dans le pays. La place du NFP dans cette assemblée divisée est évidemment cruciale. Éric Coquerel a ainsi répété la philosophie initiale de l'Union de la gauche. Un gouvernement NFP partirait de la copie du programme et ce n'est qu'à l'Assemblée, avec le soutien des autres groupes, qu'il fabriquerait, par le dialogue et la transaction, des majorités texte par texte. On a toujours défendu que le gouvernement devait porter tout le programme du NFP et que les compromis se trouvaient à l'Assemblée. C'est-à-dire, pour faire passer une mesure, vous discutez avec l'Assemblée pour trouver des compromis, telle qu'elle est. Donc le compromis, c'est avec l'Assemblée. C'est pas à froid, dans une espèce d'union sacrée, complètement fictive, avec telle ou telle partie du socle en commun, où dès le départ, il faudrait raboter le budget, mais le programme, non plus, ça marcherait pas, parce que de toute façon, le programme des autres est totalement inverse, par exemple sur l'abrogation de la réforme des retraites ou autre, mais c'est dans l'Assemblée. Et on a montré que ça marchait. On a montré que c'était possible, justement, avec les amendements adoptés lors de la partie recette, où on a fait voter quasiment la moitié de nos amendements. Bon. Donc voilà, je pense qu'on ferait comme ça. On porterait le budget. Moi, j'ai tendance à penser que le plus intelligent, c'est que s'il y avait un gouvernement NFP, je proposerais qu'on aille chercher les amendements qu'on a fait passer, qui deviendraient les amendements de notre budget, et qu'on propose ça comme budget. Ce seraient les amendements du gouvernement. Ils ont été majoritaires une fois, on peut peut-être penser qu'ils le sont une deuxième fois, et d'essayer d'avancer comme ça. Autrement dit, on trouve des compromis avec l'Assemblée. On lui a demandé si ce gouvernement NFP se ferait, comme ça avait été proposé par Jean-Luc Mélenchon en septembre, avec le soutien, mais sans la participation de LFI. Non. Moi, je ne serais pas pour. Éric Coquerel est assez confiant dans la capacité du bloc NFP à travailler en bonne intelligence avec les forces de l'arc républicain si elles mettent de la bonne volonté, ce qu'elles rechignent à faire. En effet, comme il l'a rappelé, normalement, ça n'aurait pas dû être Charles de Courson, le rapporteur général du budget, mais un macroniste pur sucre. Traditionnellement, dans un système à peu près normal, le rapporteur est du côté du gouvernement, du côté de la majorité. Donc déjà, de toute façon, en général, ils ne sont pas d'accord. Bon, là, on a eu un cas de figure un peu différent, parce que comme en réalité, ceux qui s'assumaient comme étant la majorité du gouvernement n'étaient pas majoritaires, et que, je passe les détails, mais ils ont voulu utiliser des choses qui ne se font d'habitude jamais pour que je ne sois pas élu, dans le cadre d'un accord avec les Républicains. C'est-à-dire ils ont voté, ce qui ne se fait jamais. Jamais la majorité vote pour choisir quel est son opposant qu'il préfère à la présidence de la Commission. En retour, du coup, le contre-coup de ça,
ça a été le fait qu'on élise un rapporteur qui n'était pas dans la majorité, c'est-à-dire Charles de Courson. Si les centristes modèrent leur velléité, la coopération raisonnable semble possible. Comme Éric Coquerel l'a évoqué, il cohabite lui-même avec Charles de Courson, qui ne partage pas ses opinions économiques. On est tous les deux, Charles et moi, animés par la défense des prérogatives de l'Assemblée, de la démocratie parlementaire, de manière incontestable, ce qui, lui, à certains moments, le fait monter fortement en ligne par rapport à l'exécutif. Mais par contre, Charles, ça reste un libéral. Voilà, il vient pas, c'est pas une position de gauche. Il est libéral, il est pour la baisse des dépenses publiques, il est pour une politique, on va dire, plutôt de droite sur l'échiquier politique. Donc du coup, voilà, il se retrouve souvent sur la défense d'amendements à l'inverse de mes positions, mais c'est plutôt intéressant. Enfin, je veux dire, moi j'ai coutume de dire que finalement le gouvernement n'a pas fait une si mauvaise affaire avec Charles de Courson rapporteur, parce qu'en plus, si c'était un macroniste pur sucre, bon, il dit ce qu'il dit, mais on lui accorde que le crédit de son appartenance politique, alors que lui, il a un crédit, une légitimité qui fait que s'il défend des positions qui, y compris, bénéficient au gouvernement, on va avoir tendance à penser que c'est assez objectif, etc. C'est pas le cas. Mais voilà, donc c'est plutôt une bonne affaire, je trouve, pour le gouvernement. Mais en tout cas, pour la commission, ça permet de fonctionner dans un bon climat, en tout cas. Le travail de transaction est ainsi possible à l'Assemblée, mais à condition que le bloc central admette sa défaite cuisante et se mette au travail collectif. Cette position a été soutenue par les autres membres du NFP à l'Assemblée. Mais je sais aussi que le vote des Français n'a pas dessiné de majorité au sein de l'Assemblée. Nous en avions même pris acte en août dernier dans un courrier signé par l'ensemble des présidents du groupe du Nouveau Front Populaire auquel vous n'avez jamais répondu. Nous nous faisions déjà les garants d'une nouvelle méthode et de la recherche de majorité texte par texte. Le pays ne sera pas paralysé, mais il entrera dans une période incertaine, dans laquelle il n'est pas souhaitable que les gouvernements tombent les uns après les autres. Pour cela, il faut profondément changer nos habitudes, car si votre gouvernement tombe, la composition de l'Assemblée nationale restera inchangée. Tout d'abord, le groupe écologiste et social défend la primauté de la décision collective, du débat public et du travail parlementaire que les membres de la coalition gouvernementale ont fui pendant des mois. Lors de notre entretien, le président LFI de la Commission des Finances a aussi précisé la position de son camp concernant les voix du RN qui pourraient se mêler à celle du NFP. Si la motion de censure est adoptée, c'est parce que le RN se sera rallié à la censure voulue par le NFP sur les bases du NFP. Lisez le texte de la motion, il ne laisse pas de doute là-dessus. À partir du moment où c'est sur nos bases, moi je ne vais pas aller chercher et refuser à un député de rendre majoritaire notre motion de censure. Surtout que ça traduit aussi quelque chose quand même qui monte du pays. C'est le fait qu'il y a une opposition majoritaire à ce gouvernement. Mais je remarque une chose, c'est que ça, le RN y vient, mais à son corps défendant, parce qu'ils ont été la béquille du gouvernement pendant tout le débat budgétaire, il faut le savoir. Par exemple, quand on a bonifié en profondeur le budget, ils ont voté contre le budget avec les forces gouvernementales. C'était un peu bizarre, parce que c'était leur budget à l'origine. Et puis là encore, au moment où on se parle, ils vont demain, par leur abstention, permettre que le projet de loi de fin de gestion qui cumule 6 milliards de baisse de dépenses publiques en moins, c'est une politique d'austérité, passe. Donc de ce point de vue-là, ils sont, pour l'instant, en réalité, ils sauvent plutôt la politique macroniste que l'inverse. Bon, le jour où parce qu'ils sont quand même poussés en partie par une partie de leur électorat populaire, ils vont faire l'inverse. Je ne vais pas dire non, surtout continuer à soutenir le gouvernement. Je veux dire, c'est pas, ça serait stupide de dire ça. Et en plus, impossible. Le NFP, fidèle à sa tradition de barrage républicain, ne collaborera jamais avec le RN. Le NFP ne pourra cependant pas empêcher que les députés RN votent les textes déposés, amendés et contrôlés par le NFP, comme ce fut le cas pour la motion de censure. Son texte rejette sans ambiguïté les positions politiques du RN, comme ça a été longuement rappelé lors des débats précédant la censure du gouvernement Barnier. Le Rassemblement national sera incapable d'apporter des solutions. Il sait rejeter, mais ne sait pas construire. Il refuse la mise à contribution des plus riches, il refuse de revenir sur la politique de l'œuvre qui creuse notre déficit. Leur seule solution, c'est de jeter en pâture les étrangers à qui ils refusent toute aide, leur refusant la moindre aide et la moindre intention qui est pourtant due à n'importe quel être humain. Malgré tout, le ralliement du RN à la motion du NFP a suscité des critiques saugrenues venant de la droite. Nous y voilà. Vous faites semblant ici de vous injurier les uns les autres et vous vous apprêtez juste à voter les uns avec les autres. Vous vous apprêtez à voter ensemble pour faire tomber un gouvernement. Est-ce une surprise ?
Je ne le crois pas. Cette jonction de la France insoumise et du Rassemblement national, on la voyait déjà à l'œuvre depuis quelques semaines, lorsque vous tentiez d'abroger la réforme des retraites sans les financer. On avait déjà expliqué dans un précédent épisode en quoi le projet d'abrogation de la réforme des retraites du NFP était financé, contrairement à celui du RN. Si vous jugez notre travail utile et pertinent, on vous invite à vous rendre sur blast-info.fr pour faire un don ou vous abonner. Effrayée par l'amalgame LFI-RN, Marine Le Pen a voulu se distinguer des voix du NFP. Aujourd'hui où la censure nous apparaît comme une nécessité pour mettre fin au chaos, pour éviter aux Français un budget dangereux, injuste et punitif qui de surcroît aggrave les déficits, les institutions nous contraignent à mêler nos voix à celles de l'extrême gauche. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons, tant les idées de l'extrême gauche et de la gauche extrémisée sont dévastatrices pour l'unité, la sécurité et la prospérité du pays, et tant leur comportement est terriblement éloigné de l'idéal français et du respect de nos institutions. Ces mêmes institutions nous contraignent aujourd'hui à utiliser le NFP comme un simple outil pour éviter l'application d'un budget toxique. Contrairement au RN, les Insoumis ont clairement appelé à la démission d'Emmanuel Macron pour le dommage qu'il a causé et le blocage qu'il a fabriqué, estimant que la motion de censure a mis au centre la question de son illégitimité. Ça va poser une fois de plus le problème de l'illégitimité de ceux qui aujourd'hui dirigent le pays. Alors, l'illégitimité du gouvernement de manière évidente, voilà. Mais je pense que derrière, c'est la question d'Emmanuel Macron qui est posée. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a voulu la dissolution. C'est lui qui a installé ce gouvernement qui ne correspondait pas à l'élection. C'est donc lui qui est responsable, on va dire, des déboires de ce gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée, du blocage politique, du blocage économique, du blocage social, même du chaos, on peut dire, et que la seule façon finalement d'en sortir dans le cadre d'une 5e République, à partir du moment où on ne peut pas revoter avant juillet prochain dans le cadre d'une dissolution, je ne vois pas d'autre chose que de poser la question de la présidence de la République. Je ne vois même pas comment on tiendrait jusqu'en juillet prochain comme ça, mais 3 ans encore moins, quoi. Voilà. Mon problème n'est pas de réfléchir en termes de, politicien au sens premier du terme. Il est de réfléchir qu'il n'y a pas d'autre possibilité que le retour au peuple pour sortir de la situation dans laquelle on est. Et donc ça passe par la démission de Macron. De son côté, la présidente du groupe RN a tenté une de ses pirouettes verbales aussi oiseuses qu'inutiles en essayant d'appeler à la démission d'Emmanuel Macron, mais sans vraiment le faire. Regardez la cascade. Emmanuel Macron s'est attaqué depuis 7 ans à tous les murs porteurs de l'État et de la nation et a terriblement affaibli la fonction présidentielle, clé de voûte de l'édifice institutionnel français. Parce qu'une logique constitutionnelle le commande. En attendant que le peuple reprenne la parole et la main, c'est au chef de l'État et à lui seul qu'il appartiendrait de sortir le pays de cette pathétique ornière. Je le dis ici, j'ai trop de respect pour la fonction suprême, de déférence à l'égard de nos institutions, de révérence vis-à-vis du suffrage universel, pour participer à une quelconque entreprise, même parlementaire, de demande de destitution. Je laisse cela aux tchéguévaristes de carnaval qui, sans nul doute, se reconnaîtront. C'est à l'intéressé lui-même de conclure s'il est en mesure de rester ou pas. C'est à sa conscience de lui commander s'il peut sacrifier l'action publique et le sort de la France à son orgueil. C'est à sa raison de déterminer s'il peut ignorer l'évidence d'une défiance populaire massive que, dans son cas, je crois définitive. En tous les cas, Éric Coquerel semble assuré de la possibilité du NFP de monter au créneau, toujours avec la candidature de Lucie Castet pour Matignon. C'est celle sur laquelle on s'est entendu, qu'on a beaucoup de temps à discuter. Donc dès lors qu'on entrevoit un gouvernement NFP, sur un programme NFP, je ne vois pas d'autre solution. Maintenant, si nos partenaires veulent bien accepter que ça soit un insoumis, on peut très bien mettre qui il faut. Mais je veux dire, si ce n'est pas le cas, je ne vois pas d'autre solution. Si, évidemment, on est dans le cadre d'un gouvernement NFP, et non pas je ne sais quoi, je ne sais quel gouvernement technique, une fumisterie, ou je ne sais quel accord qu'on pourrait passer avec des socles communs pour éviter la motion de censure. J'ai vu tout ça dans le communiqué du Parti socialiste. Tout ça me semble totalement... non seulement ça ne respecte pas le choix de nos électeurs, mais ce n'est pas crédible. Voilà pour cet entretien parlementaire. Si cette nouvelle rubrique vous a plu, indiquez-le en commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne de Blast et activez la cloche.
Après ce décryptage dense de la vie politique et budgétaire, revenons sur quelques séquences restées un peu dans l'ombre. Le gouvernement Barnier était de droite, on le savait. On se doutait qu'il avait une sensibilité d'extrême droite, mais on ne pensait tout de même pas qu'il ferait répondre à une question sur le décès de migrants en mer, le ministre de la Pêche. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. S'il vous plaît, on écoute le gouvernement. Merci pour votre question sur un sujet dont chacun mesure la gravité et qui doit être abordé sans esprit polémique. Je veux rappeler comment se sont déroulées les opérations de sauvetage en 2021. Ça n'a pas manqué de faire réagir André Chassaigne, même sans micro. Allez, on avance, s'il vous plaît, on avance. Allez. Vous avez peut-être aussi manqué l'illumination aussi brutale qu'incongrue de Bruno Retailleau en séance de questions au gouvernement mardi 3 décembre. Notre désormais ex-ministre de l'Intérieur fulminait de se voir bientôt congédié. Madame Le Pen, comment pouvez-vous accepter de mêler vos voix, celles de votre groupe, à l'extrême gauche, à cette extrême gauche qui, il y a quelques jours, déposait un texte pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. C'est lamentable. C'est l'inverse de la politique. La politique, ce sont les convictions. C'est pas la tambouille politicienne. Vive la France. Et nous combattrons jusqu'au bout pour les Français avec le Premier ministre Michel Barnier qui a toujours montré beaucoup de respect et d'ouverture au compromis. On rappelle que sur cette histoire d'abrogation du délit d'apologie du terrorisme, il s'agissait simplement pour LFI de revenir à l'état antérieur du droit et de le remettre dans les délits de presse. Les délits d'apologie de crimes de guerre, d'apologie de crimes contre l'humanité auraient donc été, bien entendu, conservés dans le code pénal. Enfin, petite info passée sous les radars, quelques députés RN et NFP n'ont pas voté la censure. En effet, Sophie Blanc, la députée RN des Pyrénées-Orientales, ainsi que la députée socialiste Sophie Pantel de la Lozère, et le député gauche-démocrate et républicaine de Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Tjibaou, n'ont pas voté la censure, qui reste adoptée par une majorité écrasante de 331 députés. Cette écrasante majorité favorable à la censure ne doit cependant pas cacher les convergences inquiétantes qui ont eu lieu à l'Assemblée, mercredi, lors des débats de la motion de censure. Les LR, par la voix de Laurent Wauquiez, ont repris avec une méthode qui confine à l'obsession les revendications du RN. Quand le RN fixe ses lignes rouges, les LR les reprennent. C'est leur ancien président qui nous le dit. Il y a 6 mois, mes chers collègues, lorsque je présidais encore les Républicains, nous avions fixé ensemble 3 lignes rouges avec beaucoup de vos ministres, notamment Bruno Retailleau, mais aussi Laurent Wauquiez. Nous avions dit alors que si ces lignes rouges venaient à être franchies, cela aurait automatiquement une conséquence, la censure du gouvernement. Ces lignes, je vous les rappelle, l'augmentation des prélèvements obligatoires, la désindexation des retraites qui pénaliserait nos petits retraités, la baisse de la prise en charge des soins et des médicaments. De même, quand le RN avance ses priorités... Immigration, pouvoir d'achat, sécurité. Les LR les reprennent en cœur. Vous vous êtes employé à éteindre l'incendie budgétaire dans un pays en faillite. Vous vous êtes employé avec Bruno Retailleau à remettre un cap dans notre politique de sécurité. Vous vous êtes employé à ouvrir des chantiers importants. Je pense à la lutte contre les narcotrafics. Je pense à la volonté de reprendre la main sur l'immigration irrégulière avec la volonté de rétablir le délit de séjour irrégulier. Je pense à la volonté de remettre davantage de justice entre le public et le privé avec le débat salutaire sur les jours de carence. Idem, quand Ciotti revendique un choc de désétatisation, on retrouve la même rengaine chez Wauquiez. Bref, même s'il s'invective dans l'Assemblée, Wauquiez admet qu'il est prêt à gouverner avec le RN, ouvrant la voie à l'émergence d'un conservatisme toujours plus réactionnaire et nationaliste. Madame Le Pen, je n'ai jamais été de ceux qui vous diabolisaient. Je n'ai jamais été de ceux qui vous donnaient de leçons de morale. Jamais. De son côté, Marine Le Pen semblait avoir oublié ses ennuis judiciaires et a demandé sans le moindre soupçon de remords où va l'argent. Ces Français qui se posent tous une unique question, où
va l'argent ? Comme la députée écologiste Cyrielle Châtelain, on serait tenté de lui répondre « dans les poches du RN ». Cela a permis à Marine Le Pen de gagner du temps pendant le procès pour lequel elle est accusée d'avoir organisé un système de détournement d'argent public au profit de son parti. Mais on en a l'habitude avec Marine Le Pen, plus c'est gros, mieux ça passe. Les députés du socle commun n'ont pas été en reste de mauvaise foi lors des débats. Électrisés à l'idée de subir pour la première fois depuis 2017 de vraies conséquences à leurs échecs successifs, ils ont tenté de faire porter la responsabilité de la situation aux oppositions. Bien sûr, ces textes ne sont pas parfaits. Et j'entends ceux qui disent toujours « ce n'est pas assez, il faut plus », mais ils sont, pardon du gros mot, le fruit d'un compromis. Et vous choisissez la rupture contre le compromis et le confort du statu quo contre les avancées. Mais en balayant d'un revers de main ce compromis, vous ne faites pas que cela. Non, vous vous dessaisissez aussi de ce qui fait le rôle du législateur, sa capacité à proposer, à améliorer, à débattre et à se mettre d'accord. Marc Fesneau oublie de dire que personne n'a obligé le gouvernement à utiliser le 49.3 et que si une majorité de députés vote contre ce texte, c'est probablement que les compromis n'étaient pas très convaincants. Mais les macronistes s'accrochent et estiment que des compromis étaient possibles. Mes chers collègues, d'autres issues sont possibles. Nous l'avions proposé dès août dernier. Vous pouvez toujours, sans vous renier, saisir la main tendue pour bâtir un pacte de responsabilité à minima sur des sujets consensuels. Je suis certain que sur l'accès aux soins, sur l'école, sur la sécurité et même sur la réduction du déficit public, des consensus sont possibles. Mais si ces consensus sont possibles, pourquoi ne figurent-ils pas dans le projet de loi final passé en 49.3 ? Pour les macronistes, c'est évidemment la faute aux oppositions, accusées de ne jamais rien faire d'utile ou de constructif. Comment être ouvert au compromis quand on est fasciné par les régimes dictatoriaux ? Comment être ouvert au compromis ? Comment être ouvert au compromis ? Comment être ouvert au compromis avec d'autres groupes que le sien quand on est incapable d'être d'accord avec soi-même sur l'Europe, sur l'euro, sur la retraite, sur les binationaux, sur l'économie de notre pays ? Votre seule constante, c'est l'irresponsabilité à tous les étages. En ultime argument, les macronistes déplorent un manque de temps pour leur permettre d'aller au bout des choses. La vérité, c'est que si nous empruntons le second chemin, celui de la chute du gouvernement, qui n'ont certes pas tout bien fait, qui n'ont certes pas eu le temps de faire, mais qui ont eu à cœur d'agir dans l'intérêt du pays, nous exposons les Françaises et les Français à de nombreuses difficultés. Oubliant aussi qu'ils sont au pouvoir depuis 7 ans. Oublieux, les députés l'ont aussi été, donnant des situations parfois cocasses. Charles de Courson a ainsi fini son discours de façon abrupte, mais a pris le temps de boire son verre d'eau à la tribune, confondant la présidente de l'Assemblée sur la fin de son discours. Seul un large rassemblement de l'art républicain pourrait permettre de gouverner notre pays en évitant les risques liés à des solutions extrêmes. Je vous remercie, Monsieur de Courson. Le 4 décembre, juste avant la censure, les députés ont fait consensus sur le remboursement intégral des fauteuils roulants. À l'unanimité, les députés ont voté pour, ce qui a laissé le rapporteur de cette loi, Sébastien Pétavy, lui-même paraplégique, assez ému. Pour 165 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Le hasard a fait que nous débattons de ce texte sur la journée internationale des personnes handicapées. Et je voulais remercier, parce qu'on a quand même un souci d'accessibilité avec cette tribune. Et je voulais remercier la rapidité avec laquelle une solution a pu être trouvée là. C'est quelque chose qui pourrait être utilisé pour beaucoup d'autres personnes. Et c'est important que notre maison envoie ce message que l'on peut appliquer dans tous les endroits, l'accessibilité pour tous. Merci. Enfin, les débats sur la censure ont aussi été l'occasion de rappeler les vrais enjeux qui se cachent derrière les politiques sociales et économiques. La vraie vie des gens, comme l'a évoqué Éric Coquerel. Je vais vous raconter, chers collègues, mon rapport personnel à l'âge de départ à la retraite. Marcel Mercier était mon grand-père maternel. Ouvrier chez Michelin dans la banlieue parisienne. Il part à la retraite en 1969 à l'âge de 65 ans. Il rejoint son pays natal, le pays rouennais.
mais il meurt 6 mois après. En 1980, la gauche arrive au pouvoir et abaisse l'âge de la retraite à 60 ans. Or, je n'ai jamais pu m'ôter de l'esprit le fait que mon grand-père aurait eu le droit de vivre heureux au moins 5 années supplémentaires. Voilà, c'est tout pour ce numéro spécial de dissolution consacré à la censure du gouvernement Barnier. Dernier point, à l'heure où nous publions cette vidéo, il reste 185 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour décrypter l'actualité politique et parlementaire dans un nouvel épisode de Dissolution.